bien, bonsoir à tous. Comme vous pouvez le constater, je suis arrivée à retourner l'image de ma caméra, ce qui fait que maintenant vous pouvez lire ce qu'il y a marqué sur le livre que je présente. Donc cette fois, ce sera pas un roman, ce sera le genre manga en fait, parce que j'avais envie de varier un petit peu. Pour la petite histoire, moi j'étais une grande fan de manga quand j'étais adolescente. Globalement, mon argent de poche entier passait dans les mangas. Et voilà, mais bon, j'ai arrêté au bout d'un moment et là, j'avais envie de reprendre un petit peu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas trop quoi prendre parce que ben, forcément, j'ai pas suivi l'actualité manga, j'ai un peu lâché, totalement lâché tout ça. Et j'ai décidé donc de me laisser guider par le coup de cœur de mon libraire. Et donc le coup de cœur de mon libraire s'est porté sur Daisy, lycéenne à Fukushima. Donc ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2, et en fait c'est une série en 2 tomes seulement. Donc bon, pour être honnête, quand j'ai vu le titre Daisy, lycéenne à Fukushima, je me suis dit bon c'est peut-être un shoujo un peu cucul à praline. Mais étant donné qu'il y en avait que 2, je me suis dit bon ça passe, ça passe pas, bah tant pis. C'est pas non plus, voilà, ça reste quand même assez. Bon, je prenais pas beaucoup de risques en fait. Hein. Et en plus, il s'est avéré que le risque en a valu la chandelle parce que c'est un manga qui est assez émouvant. C'est-à-dire que pendant que je le lisais, j'ai quand même eu plusieurs fois les larmes aux yeux et il y a un passage où j'ai complètement pleuré. Alors je sais pas si c'était parce que j'avais une journée de sensibilité exacerbée, mais en tout cas, voilà, ça m'a vraiment touchée. Donc, Daisy lycéenne à Fukushima, c'est pas un manga qui est récent, mais je pense que le libraire l'a ressorti parce que le 11 mars 2021, on fêtait enfin non, on fêtait pas. C'était l'anniversaire des 10 ans de la catastrophe de Fukushima Daiichi. Alors, je vais pas rentrer énormément dans les détails, mais je vais quand même vous dire quelques petites choses là-dessus. En gros, le 11 mars 2011, il y a eu un tremblement de terre au Japon, un bon tremblement de terre. C'est bon, ils sont habitués au tremblement de terre, au tremblement de terre. Je vais y arriver. Au tremblement de terre, mais celui-là était vraiment massif. Et en fait, ce tremblement de terre-là a donné lieu à un tsunami qui a frappé la côte est du Japon et qui a touché la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Et donc, en gros, il y a eu 20 000 morts, 150 000 personnes qui ont été déportées. Et bon, voilà, ça a été une catastrophe environnementale, écologique, humaine. Donc, voilà, c'est un sujet assez dur. Et donc, voilà, je me suis renseignée sur la question, mais comme je vous ai dit, je ne vais pas passer plusieurs minutes à en parler parce que ce serait trop long. Donc, ce que je vais faire, et ce que j'ai prévu de faire, c'est de vous mettre les documentaires que j'ai regardés dans la description de la vidéo. Alors, c'est tous des documentaires que j'ai regardés parce que j'avais pas du tout envie de vous mettre des choses que je n'ai pas vues. Donc, dans le lot, vous aurez des vidéos de la chaîne TEV ici Japon parce que je trouve que ce qu'il fait est très intéressant. Et lui, il est allé plusieurs fois à Fukushima au fil du temps pour justement filmer le drame, les reconstructions ensuite, etc. Donc ça peut vraiment vous donner une idée un petit peu de l'ampleur des dégâts. Je vous mettrai un documentaire d'Arte sur Fukushima en général, mais c'est un documentaire qui relate plutôt ce qui s'est passé le jour du drame. Parce que c'était quelque chose de très complexe. Hein, les ingénieurs qui étaient dans la centrale en elle-même, ils se sont retrouvés dans le noir complet. Les indicateurs n'étaient pas les bons, donc ils ont dû prendre des décisions sur des bases de données fausses. Enfin, voilà, c'est vraiment intéressant. Je mettrai un documentaire sur l'eau. Alors, bon, je vais quand même un peu expliquer. Je pense que ce sera plus clair, mais en gros, ce qui s'est passé, donc, c'est qu'un nuage radioactif s'est étendu depuis la centrale nucléaire. Donc, ce qui fait qu'après, il y a eu une carte qui a été,
enfin, les zones ont été classées en code couleur. Donc rouge au centre, c'est vraiment la zone où personne ne peut aller, où c'est vraiment contaminé à mort. La zone orange, c'est la zone où on peut aller, mais sur une fourchette de temps donnée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester là la nuit, on ne peut pas dormir sur place, c'est vraiment, voilà, on peut aller voir, mais c'est tout. Et la zone verte, c'est là où on peut habiter, la zone qui est moins radioactive. Donc voilà, où ça ne présente pas de danger vraiment pour l'homme. Et donc ça a été fait. Il faut savoir aussi que le traitement de l'eau, donc c'est un grand sujet parce que bon, déjà quand il y a eu la catastrophe, le nuage est monté et quand il a commencé à pleuvoir, l'eau a été radioactive, elle a touché la terre, enfin du coup les sols n'étaient plus du tout cultivables. C'était voilà, c'est la catastrophe. Mais au-delà de ça, depuis la catastrophe en elle-même, il a fallu verser beaucoup d'eau sur le réacteur pour le refroidir en continu parce que, enfin, pour contenir en fait la chaleur. Et cette eau-là, elle est stockée dans plein de containers sur le site de Fukushima Daiichi. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi faire de cette eau. C'est une eau radioactive et on ne sait pas quoi faire avec. Enfin, c'est tout l'enjeu en fait du nucléaire. Hein. C'est qu'est-ce qu'on en fait en fait des déchets nucléaires, qu'est-ce qu'on fait quand on démantèle une centrale, qu'est-ce qu'on fait en cas de catastrophe. Donc voilà. Et je vous mettrai aussi un documentaire sur Tchernobyl, et c'est une archive de l'INA où c'était en fait l'anniversaire des 20 ans de Tchernobyl, pour voir un peu où on en était avec Tchernobyl à l'époque, parce que je pense que c'est intéressant de faire des parallèles de temps, parce que voilà, là vous avez quelque chose sur l'anniversaire des 20 ans de Tchernobyl, là en fait les 10 ans de Fukushima, c'est intéressant de voir où est-ce qu'on en est, etc. Même si c'est pas du tout les mêmes époques en fait, donc bon, voilà, on a sans doute fait des progrès qui font qu'aujourd'hui c'est plus facile de réhabiliter les zones, et encore c'est pas forcément, enfin je suis pas sûre à 100% de la chose, mais voilà. Donc je vous mettrai ça en description, et je pense que ça, pour ceux qui sont intéressés, ce sera bien. Le manga en lui-même, avant je vais faire un petit préambule au niveau du travail de la mangaka, donc c'est Reiko Momochi, et en fait ce qu'elle a fait, c'est que elle est allée à Fukushima, la ville, donc la ville n'est pas vraiment à côté de la centrale, il y a quand même quelques kilomètres entre les deux, et donc elle est allée à Fukushima, la ville, pour interroger des étudiants. C'est-à-dire que en fait dans le manga, les paroles rapportées par les personnages sont des paroles qui se rapprochent énormément de la réalité, et je pense que c'est ça aussi qui m'a touchée personnellement, parce que je trouvais que c'était des paroles assez vraies et assez dures aussi. Même si le manga est loin d'être larmoyant du début à la fin, c'est quand même une réalité, et ouais, c'est dur, c'est ça. Donc il y a ça, et aussi il y a des choses qui sont vraiment appréciables, je trouve, dans le manga, c'est qu'à la fin, alors en tout cas pour la version en français, vous avez des textes. Vous avez des textes comme ça, d'explications, des textes qui ont été écrits par des personnes qui, bon là je vois, correspondante permanente de l'agence France Presse. Là, dans le tome 2, vous avez un professeur de droit de l'environnement qui, en fait, vous donne enfin, son point de vue déjà sur la question du nucléaire. Alors, globalement, le manga est contre le nucléaire. En tout cas, les propos qui sont tenus visent à essayer de trouver une autre source d'énergie et à petit à petit en finir avec les centrales nucléaires. Donc en fait, ça peut vraiment vous permettre de vous faire une idée sur la thématique, que vous soyez pour, que vous soyez contre, et bon, peu importe votre position, en tout cas, je pense que ça peut vous faire réfléchir sur la question, peut-être remettre en cause votre jugement premier, vous faire réfléchir. Bon, c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir des points de vue différents sur les sujets, différents du sien. Voilà. Bref. Donc pour vraiment aborder le manga plus en détail, donc l'histoire est assez simple, c'est l'histoire de 4 lycéennes qui vont devoir retourner à l'école pour effectuer leur année de terminale, et qui sont en pleine, comment dire, elles doivent choisir une orientation en fait. Donc voilà, c'est ça. D'ailleurs c'est un des thèmes du manga, donc je vais en parler rapidement parce que pour moi c'est pas le principal. Mais en gros on est face à quatre filles qui
avaient soit des projets ou pas de projets, mais on va se rendre compte qu'avec la catastrophe, ça va les remettre en cause et elles vont vraiment être amenées à réfléchir sur leur avenir. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et on a un autre thème que je vais aborder rapidement parce que, enfin voilà, moi je le trouve pas non plus hyper intéressant, donc c'est intéressant, mais pour moi c'est pas le gros de l'œuvre en gros. Donc le titre du manga c'est Daisy, mais il n'y a aucune héroïne qui s'appelle Daisy. Daisy c'est le groupe de musique qu'elle crée. Et en fait, c'est des amis, donc il y a tout le côté, oui, on se reverra au moins, même si on est séparés, on se reverra une fois par an, on jouera ensemble dans notre groupe Daisy. Daisy, c'est une fleur. Alors moi, ça m'a assez amusé parce que en langage des fleurs, ça veut dire les sentiments qui sont partagés. Donc il y a tout ça, une sorte de voilà, c'est le petit côté amitié, on sera toujours ensemble, donc c'est assez frais, mais bon, voilà, c'est pas le gros du livre pour moi, et donc je vais commencer à aborder vraiment le sujet en profondeur. Donc, plusieurs thèmes. Déjà, il y a tout ce qui a trait au gouvernement. Le fait que le gouvernement a retenu de l'information et que cette information a peut-être desservi la population. Par exemple, on apprend que le gouvernement, il a tardé en fait à donner des informations sur le fait que le noyau était rentré en fusion. Il a tardé à donner des informations sur les zones qui étaient radioactives, ce qui fait que en fait certaines personnes ont fui, mais du mauvais côté. Donc elles se sont rapprochées des zones radioactives au lieu de s'en éloigner, et du coup potentiellement ça a pu être préjudiciable. Bon après voilà, on peut nuancer, c'est vrai que quand il y a une catastrophe comme ça, je pense que les autorités hésitent à faire... c'est compliqué, je pense que c'est compliqué, c'est comme les ingénieurs qui étaient dans la centrale, je veux dire, sur le coup, quand on s'y attend pas, prendre des décisions comme ça, au pied levé, savoir ce qu'il faut dire à la population, ce qu'il faut pas lui dire, bon, ça n'excuse pas tout, mais concrètement, c'était vraiment compliqué, je pense. Et il y a aussi toutes les informations du style « Ah oui, c'est pas grave si vous restez à Fukushima actuellement, les scientifiques pensent que ça n'aura pas d'effet immédiat sur le corps. » Sauf que oui, immédiat, génial, mais immédiat, ok, hein, oui, mais plus tard, est-ce qu'il y aura des conséquences? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Enfin, voilà, on se retrouve en fait face à une population qui ne sait pas, qui est vraiment dans une sorte de peur parce qu'elle n'a pas les connaissances nécessaires pour savoir ce qui va en être à l'avenir en fait. Et ça, c'est présent dans l'ensemble de l'œuvre. Et vraiment, c'est assez affreux. C'est vivre un peu sans savoir de quoi demain sera fait, en se posant toujours des questions sur est-ce que je vais survivre? Est-ce que le niveau de radioactivité n'a pas augmenté? Parce que là, c'est pareil, vous avez des appareils pour pouvoir vous donner une idée de la radioactivité présente, mais la radioactivité, comme c'est très bien dit dans le manga, en fait, ça n'a pas de son, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de couleur. Donc, vous êtes dans un environnement qui vous semble normal, et en fait, il ne l'est pas du tout. C'est un environnement qui est néfaste pour vous. Et je trouve que c'est assez effrayant parce que vous pouvez pas savoir en fait. Bon, bien sûr là, dans le cas de Fukushima, les gens étaient au courant. Mais ce que je veux dire, c'est que en dehors de ce cas-là, c'est quand même assez. Je trouve que ça fait peur en fait de se dire, ça se trouve, il y a de la radioactivité partout, mais personne ne le sait. C'est plus tard en fait qu'on voit les effets sur le corps, sur les enfants nouveau-nés, les cancers de la thyroïde, etc. Enfin, voilà. Et donc, pour en revenir au gouvernement, ça s'était aussi trouvé dans le cadre de Tchernobyl. C'est-à-dire que, par exemple, les autorités françaises avaient dit oui, oui, mais le nuage radioactif, il s'est arrêté à la frontière, vous inquiétez pas, tatati tatata. Donc, bon, voilà, c'est des choses que les gouvernements disent parfois qui sont pas forcément vraies et qui parfois aussi sont préjudiciables, concrètement. Donc là, le thème est abordé dans le livre, donc moi je fais pas le procès du gouvernement, c'est pas du tout mon but. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire est-ce que le gouvernement a bien fait, est-ce qu'il a fait son travail correctement, est-ce qu'il est allé au bout des choses, etc. Bon, ça c'était le premier point que je trouvais intéressant. Ensuite, le deuxième point, c'est cette idée de fuite et de questionnement concernant le fait de partir. Parce que, bon, bien sûr, il y a eu des populations qui ont été obligées de quitter leur maison, qui ont dû fuir vraiment leur maison, abandonner tout ce qu'elles avaient jusqu'ici, et immédiatement. C'est-à-dire qu'elles étaient dans une zone rouge, elles ne pouvaient pas rester là, en fait. Et donc ça, c'est un premier point.
Et il y a aussi la population qui était dans une zone un peu moins radioactive, mais qui a commencé à se poser des questions pour d'autres raisons. Donc, j'avais relevé dans le livre des petits passages, parce que en fait, vous avez tout un passage du livre sur le fait qu'en fait il y a des camps de réfugiés, donc les gens se retrouvent dans des camps, dans des préfabriqués et ils restent là. Et vous avez une sorte de dialogue intérieur de l'héroïne sur la situation dans les camps. Donc elle dit: les sinistrés qu'on nous montre à la télé sont forts et volontaires, mais dans la réalité, beaucoup de familles, jusque-là très unies, sont au bord de l'implosion. Les enfants pleurent en pensant à leurs amis partis sans leur dire au revoir. Les mères pleurent en essayant de ne pas faire de bruit, le matin, les yeux rivés au plafond des baraquements, sans comprendre ce qu'elles font ici. Les sinistrés taisent leur douleur, même à leurs compagnons d'infortune, car en parler ne ferait que rendre la vie plus dure. Tous gardent le sourire, ravalant leur souffrance comme pour se convaincre que tout va bien, alors qu'ils ont tout perdu. Et chacun prétend que son voisin souffre davantage, que lui-même a de la chance d'avoir de nouveau un toit sur la tête après avoir vécu tassé dans des refuges improvisés, sans autre intimité qu'un espace minuscule séparé par des cartons. On prétend que le pire a été évité, mais un jour, ils devront quitter le camp. 7 mois après la catastrophe, les problèmes de radioactivité ne sont toujours pas réglés. Leur vie ne sera jamais plus la même. Ils ignorent même quand ils pourront rentrer chez eux. Et en fait, pour certains, ils ne pourront jamais rentrer chez eux. Et donc, au bout d'un moment, alors je spoil, dans toutes mes vidéos, je vais spoiler. Parce que j'aime bien parler des thèmes, et pour parler des thèmes, je suis obligée de raconter. Donc, si vous... voilà. C'est... Bon. Je le préviens, mais... Donc, en fait, au bout d'un moment, les héroïnes vont rencontrer un homme qui leur explique qu'il a hâte de rentrer chez lui, que voilà, il va aller chez lui, il va tout nettoyer, comme ça, plus tard, il pourra rentrer, etc. Et en fait, il s'avère que la personne en question se pend à un arbre à côté de sa maison. Et donc, il y a un homme qui en fait explique la situation aux héroïnes parce qu'elles disent mais je comprends pas, il avait dit qu'il nettoierait sa maison, comment ça se fait, enfin elles sont sous le choc en fait. Et là il dit toutes les maisons sont fichues là-bas, nettoyer ne sert plus à rien. Quand je suis rentrée chez moi en juin dernier, les tatamis avaient moisi. Les toitures étaient pleines de trous, la pluie s'était infiltrée partout, même les planchers sous les tatamis ont noirci. Les livres et les futons sont couverts de crottes de rats. Les vaches et les cochons qui ont survécu errent dans les maisons. J'ai même croisé un rat énorme un jour. Il mesurait bien 30 cm. Dire que c'était là qu'on prenait nos repas de famille avant, chaque fois que je repasse là-bas, c'est comme si on nous renvoyait à la figure que cette terre est désormais inhabitable. J'imagine qu'en voyant sa maison dévastée, M. Kuma a réalisé qu'il n'y aurait pas de retour possible. Et voilà, et c'est des passages comme ça qui sont assez durs, qui relatent la vie de personnes qui ont tout perdu d'un coup. Je trouve que c'est malheureux parce que c'est des gens qui ont passé des années à construire quelque chose et parfois c'est des maisons qui sont dans la famille depuis des générations et des générations. Il y a d'ailleurs le cas avec l'auberge des parents d'une héroïne. En fait c'est une auberge familiale et genre ils ont toujours vécu là, ils se sont toujours occupés de l'auberge, mais là sans être dans une zone vraiment radioactive, énormément radioactive, en fait, il n'y a plus de touristes qui viennent. Et donc, la catastrophe, ça a vraiment des impacts économiques sur la zone. Et en fait, c'est tout ça, c'est toute cette question d'avoir construit quelque chose pendant des années, parfois des siècles, et de devoir se poser la question de est-ce que je pars, enfin, est-ce que je pars, et si je pars pour aller où, pour faire quoi, enfin, ma vie c'est ici et c'est pas ailleurs, et pourquoi moi, pourquoi cette situation, enfin, moi, ça m'a vraiment, enfin, j'ai trouvé ça vraiment dur et ouais, c'est dur en fait, c'est triste et bref, ce manga est vraiment dur par certains aspects et même s'il y a tout le côté assez positif, il faut changer les choses, il faut se battre, il faut continuer à sourire, en fait, c'est dur parce que quand vous perdez tout ce que vous avez dans votre vie, quand parfois vos proches sont morts, que vous êtes obligé de partir alors que vous disiez je resterai jusqu'à ma retraite ici, je mourrai ici. En fait, vous pouvez pas parce que c'est comme ça, c'est la catastrophe et
voilà, c'est trop triste, je trouve. Et donc voilà, donc il y a tout ça, il y a la perte des maisons, les gens qui ont été obligés de se déplacer rapidement parce qu'ils étaient vraiment dans la zone de radioactivité, il y a les gens qui ont dû se poser des questions, savoir s'ils partaient ou pas, et parce que, par exemple, dans le livre, il y a aussi le père d'une héroïne qui est cultivateur de riz. Le problème, c'est qu'avec les retombées de la pluie, la terre a été complètement infertilisée parce qu'elle était radioactive, donc on pouvait rien faire pousser en fait, parce que les plants, enfin les récoltes, s'il y en avait eu, auraient été complètement néfastes pour l'homme et donc inconsommables. Et en fait, il y a cet homme-là qui s'est toujours voué à son exploitation de riz, qui voulait faire le riz le meilleur, qui s'est vraiment donné à fond, genre du matin au soir, dans sa production de riz. Et en fait, il y a un client qui lui envoie une lettre en disant nous n'allons pas commander chez vous cette année, et de toute façon, proposer du riz de Fukushima à vos clients, c'est vraiment honteux, vous êtes un assassin. Et en fait, il y a le passage dans le livre où une des héroïnes, elle dit, en parlant de son père qui est prostré parce que voilà, on l'a traité d'assassin. Enfin, d'ailleurs, c'est ses paroles. Depuis 28 ans que je fais pousser du riz, je ne pensais pas qu'un jour on me traiterait d'assassin. Et on voit l'homme complètement abattu devant son PC. Et sa fille, elle dit, son dos large comme celui d'un ours m'a paru tout petit. On aurait dit le dos d'un écureuil. Et en fait, c'est ça, c'est un homme qui était bien bâti, qui était vraiment, voilà, il croyait, il était motivé, déterminé pour faire son exploitation de riz. Et là, tout d'un coup, en fait, on le traite d'assassin et il comprend pas, en fait, il est complètement désespéré. Et donc, voilà, il doit faire un choix. Est-ce que rester ici, ne pas rester ici, en sachant que pour l'instant, il n'a pas de revenus. Enfin, c'est tout plein de questions comme ça qui font suite en fait à la catastrophe. Et je pense que c'est intéressant d'avoir un manga qui parle de ça. Parce que ça rend plus accessible la chose en fait. En plus les dessins sont vraiment super, enfin c'est très représentatif, donc voilà. Donc là c'est vraiment des choses, par exemple après le drame, la pêche a été interdite pendant 1 an dans certaines zones, donc c'est vraiment tout un pan de l'économie qui s'est effondré d'un coup. Donc voilà, et il y a aussi dans tout le manga la peur. La peur parce que la radioactivité on la voit pas, la peur de la pluie, au début du livre, du tome 1, l'héroïne elle est dans la rue et tout d'un coup il se met à pleuvoir et tout le monde panique et part s'abriter parce que la pluie est radioactive et donc il faut pas que la pluie touche la peau et c'est terrible, c'est vraiment, voilà, et la peur de l'avenir globalement. Et il y a aussi une question très intéressante qui est la question des femmes et des relations. Parce qu'on a une héroïne qui a un petit ami à Tokyo, et en gros, au bout d'un moment, elle part de Fukushima pour aller à Tokyo, sauf qu'elle revient ensuite, et donc ses amis lui demandent pourquoi, qu'est-ce que tu fais là, etc. Et il se trouve qu'elle s'est fait larguer. Donc en gros, elle relate les paroles de son copain qui lui dit « Les femmes originaires de Fukushima risquent d'avoir des problèmes de santé. On ne sait encore rien des conséquences à venir sur l'organisme et je ne me vois pas poursuivre une relation avec quelqu'un sans penser au mariage. » Parce que lui, en fait, c'est ça, il veut se marier, avoir des enfants et là, c'est la question, qu'est-ce qui va advenir en fait du corps de ces femmes? Est-ce que tout va être normal? Est-ce qu'elle va pouvoir enfanter? Est-ce que l'enfant sera normal? Est-ce qu'il aura des handicaps? C'est toute cette question-là et c'est terrible parce que quand vous êtes en couple avec quelqu'un et que la personne vous dit tout d'un coup non, t'es une pestiférée, dégage de ma vie. Je peux comprendre que ça peut être dur parce que vous venez de me vivre un drame et vous vous faites complètement larguer quoi. Et donc cette jeune fille là, c'est encore du spoil, hein, elle, il y a ces paroles qui sont rapportées et qui sont vraiment terribles. Et en fait elle dit moi j'ai peur du matin maintenant, depuis le 11 mars. Chaque matin j'ai peur d'entendre des nouvelles horribles, de vivre quelque chose d'encore plus effroyable que la veille. J'aimerais rester dans les ténèbres, ou plutôt je préférais ne plus voir ni entendre, qu'il n'y ait plus rien. Et en fait, cette fille-là, elle fait une tentative de suicide peu de temps après dans le manga, et voilà, en fait, elle s'est fait larguer, elle est complètement chamboulée, et donc elle essaye d'attenter à sa vie. Donc voilà, c'est un manga qui est assez, assez terrible en fait, assez dur, mais d'un côté c'est assez intéressant. Moi j'adore tout ce qui est psychologie, donc forcément ça m'intéresse, mais c'est bien dessiné, c'est bien écrit, les témoignages sont assez poignants, ils sonnent vrais, ils sonnent justes. Et il y a aussi, pour finir,
que je finisse un petit peu sur une note positive, je pense, mais il y a aussi tout le thème de essayer de profiter de ce que vous avez actuellement dans votre vie, parce que c'est éphémère, ça peut être éphémère en tout cas. Et donc il faut, peu importe votre situation, essayer de rester positif. Et c'est pas toujours évident, et surtout quand on vient de vivre ce genre d'horreur en fait, mais voilà, c'est un peu le message. Essayer de profiter, essayer de rebondir, essayer de se reconstruire et voilà. Et c'est pas du tout un ton larmoyant du début à la fin. Et c'est justement, je pense, que ce qui fait la force de ce manga parce que c'est vraiment pas tout le temps pleurer, pleurer pour pleurer. En fait, il y a vraiment beaucoup d'espoir, beaucoup d'actions qui sont faites, du bénévolat dans les camps de réfugiés. Euh, il y a même l'héroïne principale qui ensuite décide de devenir députée parce qu'elle veut changer les choses. En fait, elle pense que si les personnes qui appartenaient au gouvernement avaient vécu à Fukushima, avaient vu les horreurs, et ben elle serait plus apte à changer les choses. Et donc elle décide que puisque personne ne bouge, et ben elle bougerait elle-même. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Alors après, j'ai juste un écueil, c'est que c'est marqué en petit d'après Pierrot. Et donc on a des auteurs, je pense que c'est un roman. Mais alors en fait, en cherchant sur Amazon ou même sur Internet en général, j'ai pas du tout trouvé Pierrot. Donc je sais pas, parce que moi ça m'avait intéressé, je me suis dit, ah tiens, ça va être cool, je vais pouvoir le lire. Je rebondis sur les trucs, à chaque fois j'ai 3 milliards de livres à lire après, mais bon. Et en fait, je l'ai pas trouvé, donc je sais pas trop si quelqu'un le trouve, si quelqu'un sait de ce que c'est, ben voilà, qu'il me le dise, parce que j'avoue que j'ai pas trouvé. Voilà, donc c'était une vidéo, et je vois qu'en fait, j'ai parlé pendant 26 minutes, et oh là là. Bon, voilà. Et sincèrement, bon, j'ai spoilé quelques passages, mais je pense que bon, vous pouvez quand même le lire. Hein, c'est pas non plus, j'ai pas tout cité. Mais sincèrement, je pense que c'est un manga qui en vaut la peine, qui est vraiment cool. Puis en plus, les deux, je pense que ça doit revenir à 13 €, 14 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, je conseille. C'est vraiment sympa. Voilà, bonne soirée!